Tom Conant pour son nouveau roman Pollution, qui se passe aujourd'hui pendant l'épidémie de Covid et raconte un retour à la nature de jeunes Parisiens qui ne sont pas au bout de leur surprise. Tom Conant, votre image à vous, c'est celle-ci, c'est qui lui? Alors lui, il s'appelle Spike. En fait, c'est une peluche qui vient d'une espace de jeu où on l'avait gagné, je crois, avec un ami. Et après, il a des écouteurs effectivement sur les oreilles. Alors en fait, c'est intéressant parce que les peluches aujourd'hui sont beaucoup utilisées par des adultes. Parce que ça vous a pas échappé que je suis plus un enfant. Mais malgré tout, il y a, je pense, ça symbolise l'époque parce qu'il y a quand même une infantilisation assez propre, je trouve, à l'époque dans laquelle on est, de divertissement permanent et de jeunisme, qui peut être quelque chose d'assez grisant d'ailleurs. Et donc voilà, donc on donne des noms à des personnages de ce type-là. Même Spike a donc son propre compte Instagram, par exemple. Mais il est quoi au départ? On dirait une mascotte des Jeux Olympiques. Au départ, non, je crois que c'est juste quelque chose qu'on gagne dans une fête foraine quand on a gagné, vous voyez, quelque chose. Et je crois que c'était la fête foraine de Concorde, dans le jardin des Tuileries, il y a quelques mois. Aucun rapport ni avec un dessin animé, ni avec une marque de... Pas spécialement. Mais par contre, c'est aussi en lien, je trouve, vous savez, avec ce qu'on appelle le metaverse aujourd'hui, c'est-à-dire cette vie additionnelle dans laquelle on aimerait nous emmener et où justement on serait tous un peu des avatars, donc des versions un peu numérisées et coolisées, cartoonisées de nous-mêmes. Donc je trouve que ça symbolise pas mal un peu de l'époque dans laquelle on entre. Effectivement. On est en train de fabriquer une illusion sur notre monde d'illusions. Et c'est ça qui est... C'est vraiment la spécificité, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant ça s'interpénètre. Avant c'était deux choses différentes, il y avait, vous savez, l'IRL et l'URL, IRL pour In Real Life et URL qui était le numérique. Aujourd'hui, avec le projet de Zuckerberg, etc., ça va vraiment se rencontrer. On va mettre des casques de réalité virtuelle, je suis certain que ça va arriver. Mais là, on est plus dans le syndrome Las Vegas, c'est-à-dire on préfère la reproduction, le factice, à quelque chose d'authentique. Tom Conant, ça vous paraît très très loin ou... Non, pas tant que ça. Moi, j'ai quand même étudié cette période-là en cours, évidemment. C'est une période assez intéressante, passionnante, et puis sous cet angle-là, avec un aspect visuel et humoristique un peu revisité, je trouve que ça me donne vraiment envie de m'y plonger. Mais au-delà de ça, ce qui me frappe toujours, c'est que, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'instabilité gouvernementale, ministérielle de la 3e et donc là de la 4e en l'occurrence. Et donc, moi, ce avec quoi je suis toujours un peu en désaccord, c'est tous ces candidats, maintenant, vous savez, qui veulent toujours refaire la 5e République, en oubliant un petit peu que cette période-là, bon, là, c'était la crise algérienne, évidemment, est spécifique, c'est un contexte particulier, mais c'était aussi dû aux institutions qui étaient extrêmement faibles, avec effectivement des gouvernements amenés à démissionner très souvent. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dans ce modèle gaulien, gaulliste de la 5e République, qui avait déjà été affirmé, je crois, donc, au discours de Bayeux en 1946. Donc effectivement, c'est assez ancien, après la traversée du désert à laquelle vous faisiez référence. Donc voilà, c'est une période très forte. Et en même temps, j'ai l'impression que la France se constitue autour de ça, pour le pire et pour le meilleur. Et je ne sais pas vraiment à quel moment est-ce qu'on pourra vraiment sortir quelque chose de nouveau de ce modèle démocratique et républicain, là, dans lequel Il faut voir aussi que l'esprit des institutions et même la Constitution, on l'a beaucoup changé depuis 1958. Oui. Donc le mandat à 5 ans, le fait qu'on pouvait être mis en minorité en étant président de la République, donc la cohabitation, ce qui était inimaginable pour le général de Gaulle. Il l'avait prévu, mais c'était inimaginable. Tout ça a fait que ça n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui que ça C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on a presque renforcé ce mouvement-là, effectivement, avec le quinquennat, effectivement, que Chirac met en place en 2002, si je ne me trompe pas, parce qu'effectivement, comme maintenant, il y a une concomitance entre les législatives et les présidentielles, ça donne un pouvoir complètement exorbitant au président ou à la présidente élue, qui a donc évidemment l'Assemblée nationale derrière, qui n'a pas forcément un pouvoir de division très important. Donc j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans ce régime très présidentialiste, beaucoup plus par exemple que le modèle américain, contrairement à ce qu'on croit. Tom Conant, je vous avais reçu dans Interdit d'interdire pour votre premier roman, Radical, en 2020. Vous étiez le Benjamin de la rentrée littéraire. Voici le deuxième, Pollution, toujours chez Albin Michel. Au début de la pandémie de Covid, votre jeune héros se retrouve au chômage partiel et part dans une ferme du Cotentin pour une expérience de woofing. Alors, c'est quoi le woofing? Alors, le woofing, ça fait référence à une organisation, en effet, qui met en place un site internet et après, concrètement, des mises en relation entre, d'un côté, des fermiers, de l'autre côté, des gens qui veulent aller un petit peu goûter au plaisir de la campagne. Donc, en fait, vous êtes hébergé gratuitement et puis en échange de Mais ça visites existe et vraiment, oui, ça existe vraiment.
inventé. Hein. Ah oui, non, c'est vraiment un concept. C'est vraiment une association qui existe depuis près de 50 ans et donc qui permet cela à l'international et puis également en France. Et donc voilà, en échange du gîte et du couvert, vous devez un petit peu aider au travail dans les champs, je veux dire travailler le clapier, les vaches, selon ce qu'il y a à faire dans la ferme en question. En l'occurrence, là, David, le narrateur, doit s'occuper un petit peu effectivement de quelques lapins et de quelques vaches. Pas grand-chose en fait. Il se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus de boulot que ça. Pourquoi on a fait appel à lui et à une autre nana qui s'appelle Iris, qui vient aussi de Paris. Mais voilà, en fait, parce que c'est une autre raison qui va en fait les amener réellement là-bas. Le retour des Parisiens à la campagne, c'est de toute façon un sujet très très rigolo. Ouais. Le cinéma, la littérature s'en sont souvent emparés. On aime bien ça. Surtout, enfin, ça date grosso modo de la vogue des babacools dans les années 70. Oui, où tout à coup on a prêté à la nature des qualités régénérantes. C'est vrai, mais il y a même un film, alors je ne saurais plus retrouver le nom, mais avec Christian Clavier, qui effectivement date de cette époque-là. Effectivement, il part dans une sorte de ferme un petit peu... très communautaire. Très communautaire, plus communautaire que la vôtre. Tout à fait, où effectivement les rapports sont très horizontaux, il y a une vision un peu anticapitaliste, etc. Moi, ça m'a toujours assez séduit. Puis même les films des années 70, parce qu'on parle souvent de mai 68, mais en fait, l'esprit de 68 a un peu perduré pendant les années 70. Badiou, il explique ça très bien. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a un peu un nouveau modèle de société qui ne doit pas seulement adopter des règles de vie différentes, mais également un lieu différent. Et donc, effectivement, quel lieu plus différent que la ville, que la région parisienne, que le Cotentin, par exemple, en tout cas, qui m'a semblé être un théâtre intéressant. Mais l'épidémie de Covid a été une bénédiction pour tous les amoureux de la nature qui vouent l'humanité aux gémonies. Plus on est contre l'humanité, contre les villes, contre toutes les abominations dont nous avons été capables, plus on aime la nature. Oui. Et on a envie de retourner à la campagne. Il y a ce retour effectivement immédiat, cette espèce d'intuition. Moi, j'avais l'impression qu'effectivement, pendant la période de la pandémie, puis encore maintenant, parce que ça continue quand même beaucoup à germer dans les esprits, il y a une tentation de la fuite. Donc, c'est pas tant qu'on a vraiment envie d'aller dans la boue, de prendre des grosses chaussures et de planter des arbres, ou de s'occuper de lapins, etc., alors qu'on l'a jamais fait de sa vie. Puis s'occuper de vaches, ça, c'est quand même assez compliqué et parfois assez répétitif et assez ingrat comme travail, même si c'est évidemment très utile. Mais voilà, c'est d'abord une tentation de la fuite. C'est une passion un peu négative qu'effectivement qu'on supporte plus. Bon, la pollution éventuellement à proprement parler, au sens sonore, visuel, olfactif, etc. Mais également après le contexte. Je pense que ce qu'on fuit aussi dans les grandes villes, quand on veut aller à la campagne, parce qu'aux États-Unis, il y a eu un peu le même mouvement sur la côte Est, tous les gens de la région de New York qui se sont barrés en Floride, etc. Dans une autre mesure aussi sur la côte Ouest en allant vers au Texas. C'est parce qu'effectivement, on fuit les loyers hors de prix, on fuit le travail qui est quand même de plus en plus précaire, des salaires qui ne sont pas du tout en corrélés par rapport au coût de la vie, et effectivement une espèce d'atmosphère un peu anxiogène du fait de tout ça, l'insécurité aussi éventuellement qui peut se greffer là-dessus, et puis voilà, un contexte de vie compliqué qui fait qu'après les gens vivent en coloc jusqu'à des âges extrêmement avancés, etc. Et donc voilà, ce contexte-là fait que voilà, le discours consistant à dire pourquoi pas tenter l'expérience à la campagne a tendance un petit peu à s'universaliser et toucher beaucoup plus de public. Dans votre roman, c'est aussi un face-à-face assez drôle entre le monde réel et le monde virtuel. C'est quoi pour vous d'ailleurs la différence entre Internet et la réalité, entre les écrans devant lesquels tout le monde passe sa vie aujourd'hui et la vie ? C'est un peu difficile à dire. Vous savez, on parle de Web 2 et de Web 3 maintenant. Le Web 2, c'est ce qu'on vit actuellement, donc les plateformes, les réseaux sociaux. Le Web 3, c'est ce qui arrive avec donc, le Metaverse, à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Ce qu'on nous promet déjà depuis longtemps dans les films. En effet. S'immerger réellement dans une réalité virtuelle. En totalité. Et donc j'ai l'impression qu'autant avant, on pouvait un peu séparer les choses. Voilà, on voyait quelqu'un, on allait prendre un verre, on couchait avec quelqu'un, donc tout ça se faisait de manière réelle. Et puis après, éventuellement, on pouvait continuer l'expérience sur une application, etc. Mais en fait, maintenant, les choses sont vraiment interpénétrées parce que finalement, les mises en relation se font de manière numérique. Ensuite, les échanges se font de manière numérique. Et il y a même des relations purement numériques également qui existent et qui ne sont absolument pas marginales, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est vrai que c'est poussé par, disons, les plus jeunes générations, mais ça commence aussi à contaminer de plus en plus de sphères de la société, y compris des gens d'autres générations qui n'avaient forcément pas connu cela au départ. Donc j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus, effectivement, vu que maintenant toutes les entreprises, par exemple, se digitalisent à outrance, les startups aujourd'hui, en fait, sont devenues les GAFAM. Donc tout cet univers-là, en fait, a tendance vraiment à remplacer l'ancien monde de manière quasi complète, avec des enjeux derrière économiques et stratégiques qui sont tellement importants. Il y a par exemple ce qu'on appelle un concept qui est le concept de scale, c'est-à-dire le fait en fait d'avoir une productivité toujours plus croissante. Et ça, c'est
permis uniquement avec le modèle numérique. Parce qu'évidemment, si vous fabriquez des chaussures, au bout d'un moment donné, vous aurez quand même toujours besoin d'une certaine quantité de cuir, je ne sais pas, de tissu pour fabriquer vos chaussures. Si vous êtes Google, si vous êtes Facebook, si vous êtes Airbnb, comme c'est des plateformes, vous pouvez avoir un nombre illimité de personnes. Demain, inviter des extraterrestres à utiliser Airbnb, c'est possible, puisqu'il y a un usage illimité, un nombre illimité de personnes avec une rentabilité qui est croissante. Et ça, c'est le modèle que recherchent toutes les boîtes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, ce numérique, en fait, va pénétrer de plus en plus tout ça. Par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé pendant la pandémie, c'est la livraison de bouffe. On est quand même dans des endroits où en fait la livraison de bouffe se fait essentiellement dans les lieux où il y a des coins pour acheter à manger partout. Si vous allez justement en pleine Cambrousse, il n'y a pas ces services de livraison parce que c'est pas rentable, il n'y a pas assez de personnes. Donc en fait vous empêchez juste la personne de perdre peut-être 2 minutes en traversant la route et en allant chez l'épicier du coin ou dans un supermarché. C'est quand même invraisemblable. On a créé des besoins complètement superfétatoires de mon point de vue, hein, mais pourtant ça fonctionne. Mais vous avez bien vu que ça fonctionne aussi pour votre génération, ouais. avant la mienne. Bien sûr. Et donc, c'est parce que c'est sous-jacent dans votre roman. Vous la voyez comment exactement, votre génération? Parce qu'en fait, c'est d'elle dont vous parlez. Oui, d'une certaine façon. Je la vois comme une génération quand même, qui est quand même dans une angoisse très, très forte. Encore une fois, du fait de ces insécurités très grandes sur le travail, sur éventuellement la santé, la mort. La pandémie a quand même vraiment mis aussi le spectre de la mort. Le réchauffement, la pollution. Exactement. C'est le titre du livre. Tout à fait. Et moi, par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, moi... des gens qui sont par exemple en région parisienne ou dans des grandes métropoles françaises, qui me disent voilà, moi je sais que je sens que je pourrais pas me permettre d'habiter dans des grandes villes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, etc. Donc sans doute que j'irai à la campagne. Justement, on revient à ça. Aussi parce que généralement on peut diviser par 2, c'est ce qu'on dit. En tout cas, après avec le coût de l'essence, je sais pas trop, mais on peut potentiellement diviser par 2 le coût de la vie en allant habiter à la campagne. Donc c'est aussi ça en fait. C'est des gens qui sont perdus, de mon point de vue, qui sont quand même dans une situation qui est vraiment complexe avec de multiples enjeux. Il y a par exemple aussi la question tout simplement sentimentale, la question amoureuse entre guillemets, puisque c'était quand même quelque chose qui pouvait rattacher les gens à un ancrage stable. Alors la famille pas forcément, mais même le couple tout simplement, même sans être marié quoi que ce soit. Aujourd'hui effectivement il y a quand même cette précarisation essentielle, moi que je pratique et même que je célèbre d'une certaine façon, parce que c'est vrai que l'algorithme appliqué aux relations amoureuses c'est à la fois terrible et en même temps ça donne beaucoup de possibilités. Vous pouvez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés dans votre milieu, parce qu'on est quand même enfermé quand on a fait des écoles, quand on vit dans une certaine ville, forcément, vous êtes dans un microcosme, il y a un entre-soi qui se fait. Donc, c'est tellement tentant. Aujourd'hui, je pense que dire à quelqu'un de ma génération, entre guillemets, tu devras fréquenter cette même personne pendant une éternité ou même pendant 15 ans, c'est aussi débile que de dire tu garderas le même iPhone pendant 15 ans. Alors qu'il y aura, on sait très bien, d'autres modèles plus perfectionnés. Mais vous la voyez aussi régressive et lucide, votre génération? Oui, alors régressive, oui, parce que en effet, ça fait référence au personnage de Spike dont je parlais tout à l'heure, la peluche. Il y a vraiment cette espèce de jeunisme permanent dans lequel on est. On veut effectivement, alors avec le metaverse, c'est encore plus clair parce qu'on sera un peu des espèces de personnages, encore une fois, cartoonesques, des avatars. Ça ressemble vraiment en tout cas à ça. Sur des applications comme Snapchat, c'est déjà le cas. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de photos, par exemple, sur Snapchat. Vous avez un avatar de vous-même qui est une sorte de petit dessin animé très sympathique, hein, d'ailleurs. Mais donc finalement, on est là-dedans, dans quelque chose qui n'est pas exactement nous-mêmes. Donc c'est un divertissement. C'est un jeu vidéo, effectivement, qui est assez proche de notre propre vie, qu'on n'arrive pas à dissocier. Mais je pense qu'il y a quand même une profonde tristesse parce qu'en fait, on essaye de vivre, de mon point de vue, des vies additionnelles en ajoutant, en effet, des comptes, des profils, Instagram, etc. Même plusieurs comptes possibles. Hein. Je fais référence à un compte qui n'existe pas. Il y a beaucoup de comptes aujourd'hui sociaux, comme on dit, qui sont tenus par des humains, bien entendu, mais qui font référence à des personnes qui n'existent pas. Il y a par exemple comme ça un mannequin qui s'appelle Lil Miquela, qui a des millions d'abonnés sur Instagram, qui vraiment facture à des grandes marques du luxe des posts sur les réseaux sociaux, mais elle n'existe pas. C'est un robot. Et donc elle s'appelle I'm a Robot et elle met ça sur Instagram. Personne évidemment ne tombe dans le panneau, c'est pas le problème. Mais donc on est vraiment là-dedans, on est dans cette distorsion-là. Mais oui, encore une fois, ça nous rend malheureux parce que je vois bien que malgré tout, dès qu'il y a un moment une opportunité d'expérience charnelle, on la saisit immédiatement. Mais c'est vrai qu'on retourne très vite dans ce metaverse, entre guillemets, même par exemple au sein même des conversations. C'est très dur de ne pas décrocher de décrocher du téléphone pendant plus de 10 minutes. Dans votre roman, ils vont découvrir un scandale sanitaire qui n'a rien à voir avec le Covid. Le Covid va durer encore quelques années et tout ça pourrait bien se terminer en catastrophe. Mais ça, c'est le roman. Il s'intitule Pollution et il vient de paraître chez Albin Michel.
Tom Conant, un dernier mot. Ce qui me frappe, c'est que Jean, avec l'argot dont vous parliez tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Ça me fait toujours penser à l'idée que finalement, la première forme d'art, c'est le langage. Après, on peut toujours raffiner, on peut toujours faire des choses plus sophistiquées, plus industrielles, plus compliquées. Mais voilà, le langage permet en fait un nombre d'inventions absolument incroyables. C'était fascinant la discussion qu'il y a eu tout à l'heure. J'écoutais ça avec délice. Eh bien, ça s'intitule L'argot des manchots. Les manchots, c'est ceux qui ont vécu ou séjourné plus exactement au Kerguelen, c'est eux qu'on appelle les manchots. Ça vient de paraître aux éditions, comment ça s'appelle Hémisphère. Hémisphère, voilà. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.